pas vous apprendre que les tensions, les rivalités géopolitiques sont de plus en plus fortes. La lecture, la compréhension du monde est de plus en plus complexe. Et je vous présente maintenant les 4 premiers participants qui ont accepté de relever le défi de cette première table ronde. Jusqu'où iront les rivalités de puissance? Agatha Kratz, partenaire au sein du groupe Rhodium. Bonjour, je vous en prie. Andrew Bishop, associé principal et directeur général de la recherche politique chez Signum Global Advisors. Bonjour. Tania Sogoloub, en charge des pays émergents et de la politique, de la géopolitique à la direction des études du Crédit Agricole. Et enfin, Thomas Gomard, directeur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Troisième. Désolé. Merci à tous les 4. Le sujet est compliqué, on pourrait en parler pendant plusieurs jours. Thomas, on vous a vu dans la vidéo d'introduction. J'aimerais qu'on y revienne avant de parler de ce début d'année. Vous disiez l'an dernier, tout va bien se passer. Quel est l'événement qui, selon vous, en 2025, a été le plus marquant? D'abord, merci à la COFAS pour l'invitation. Très heureux de fêter cet anniversaire avec vous. Oui, tout va bien se passer et la preuve, c'est qu'on est là cette année pour en reparler. Donc, je confirme la conclusion de l'année dernière. Plaisanterie mise à part, l'événement qui m'a le plus marqué cette année, c'est sans doute celui dans le bureau ovale au mois de février de l'humiliation infligée au président Zelensky par le président des États-Unis et son vice-président, parce que cet épisode intervenait après 2 autres événements très importants. Le discours d'investiture du président Trump avec sa formule « Drill, baby, drill », et le moment dipsique qui a suivi, c'est-à-dire la prise de conscience de l'avancée technologique de la Chine sur un certain nombre de domaines. Et j'ai vu dans cet épisode du bureau ovale une forme de méthode annonciatrice d'autres comportements à venir, très brutale dans sa forme comme dans le fond. Dans la forme, peut-être pas besoin d'épiloguer parce que ce sont des choses bien connues, mais dans le fond, ce que ça a traduit, ce que ça a annoncé, c'est une forme de convergence idéologique, en fait, entre la Maison-Blanche et le Kremlin sur le dossier ukrainien, et c'est un changement de pied majeur. Tania, même question pour vous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué comme événement l'an dernier? Bonjour à tous et à toutes. En voyant votre film, je me suis dit que j'aurais dû changer d'événement parce que peut-être ce qu'il y a de plus marquant, c'est notre capacité à tout oublier au fur et à mesure. Mais réellement, hein, c'est un questionnement. Bon, alors, mis à part ça, moi je crois que ce qui m'a marqué, c'est peut-être un événement un peu invisible, mais qui est le déplacement de la façon dont on analyse l'objet États-Unis. Et ce déplacement, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, il y a une visibilité très brutale d'une crise politique qui, en fait, est très longue, dont Trump n'est qu'un avatar, hein, parmi d'autres, et que ça oblige, quoi qu'il en soit, hein, quelles que soient nos positions respectives, à essayer de nommer ce risque, et quoi qu'il en soit, à penser à la question des stratégies de diversification. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense que tout ce qui s'est passé l'an dernier a quand même érodé la légitimité des États-Unis, voire de l'Occident, à être prescripteurs en termes de normes, et notamment de normes de droits de l'homme. Ce qui pose quand même des problèmes potentiellement opérationnels sur la question de l'ESG. Ça, c'est des choses qui vont se déployer. Andrew Bishop. Vous aussi, qu'est-ce qui vous a marqué au cours des 12 derniers mois? Je dirais les tarifs douaniers d'avril, annoncés en début avril, le 2 avril. À noter notamment qu'ils avaient été annoncés le 2 avril et non le 1er avril exprès, pour paquet mais je ne rigole pas, pour paquet de confusion. Et le 2 avril, on a compris pourquoi. Une blague. Hein. Voilà, le 2 avril, on a compris pourquoi. Et donc, en fait, la raison pour laquelle ces tarifs sont l'événement marquant qui me reste, etc., c'est parce que dans ce périple des tarifs douaniers d'avril, il y a les 3 clés de lecture de Trump, je pense, enfin 3 d'entre elles. 1, le fait qu'il
impressionne toujours en allant encore plus loin, encore plus grave, encore plus bourrin, encore plus off the grid que prévu. C'est-à-dire que les gens s'attendaient à ce qu'il y ait des tarifs élevés. On s'attendait tous à ce qu'il annonce quelque chose de massif. Et ensuite, il annonce du 50% sur certains pays. Ça a vraiment, je pense, surpris les uns et les autres. La deuxième grille de lecture sur Trump qui a eu lieu le 9 avril, c'est le fait que Trump se dégonfle toujours. Taco. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà. Et la troisième, c'est le fait que Trump arrive à ce qu'on pense tous qu'il taco, alors qu'en réalité, c'est 10 pas en avant, 1 pas en arrière. Et il a quintuplé le niveau moyen des tarifs douaniers américains. Impressionnant. On va terminer avec vous ce premier tour de table. Agatha, vous, qu'est-ce qui vous a marqué sur 2025 ? Écoutez, moi je vous parle de ma petite fenêtre chinoise, puisque je suis économiste sur la Chine, mais les implications sont énormes. Oui, évidemment. Et puis il y a beaucoup de choses qui se sont passées, notamment dans les relations sino-américaines cette année. Donc on a le choix. Mais pour moi, il y a 2 jours qui ont marqué cette année. Le 4 avril et le 9 octobre, qui sont les 2 jours où la Chine a publié des paquets de contrôle à l'export sur ces minéraux critiques, d'ampleur vraiment nouvelle finalement, le 4 avril, mais surtout le 9 octobre. Et pour moi, on passe à un niveau supérieur à une utilisation maximaliste par la Chine de sa mainmise sur ces chaînes de valeur critiques. Et c'est important pour 3 raisons. La première, parce que ça rééquilibre finalement l'équation de puissance entre les États-Unis et la Chine, notamment dans le court terme et moyen terme, jusqu'à ce que les États-Unis arrivent finalement à se défaire de cette dépendance sur la Chine. Deuxièmement, parce que finalement, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises, ça réduit le champ des possibilités d'action américaine, mais aussi européenne, mais aussi japonaise, mais aussi sud-coréenne, etc., vis-à-vis de la Chine, puisqu'on a beaucoup de pays qui vont être très hésitants à prendre des mesures plus disruptives et plus escalatoires vis-à-vis de Pékin dans les années à venir. Et troisièmement, parce qu'en fait, si on n'ose pas dire Pékin dans ses politiques publiques, on devient naturellement plus protectionniste. Et c'est ce qu'on voit en Europe, notamment maintenant, avec le débat sur le contenu local ou des choses comme ça, où finalement, sans vouloir nommer la Chine, on finit par taper tout le monde, dont ses alliés, dont ses partenaires. Et donc, pour moi, ce sont 3 conséquences très très importantes. On va s'intéresser évidemment d'abord aux États-Unis. Je vous parlais en introduction d'un des joueurs d'un jeu qui modifiait les règles du jeu en cours de partie. Thomas, qu'est-ce que la doctrine Monroe, c'est-à-dire la lecture très personnelle par Donald Trump de la fameuse doctrine Monroe, et est-ce que, de fait, vous considérez que les Américains sont impérialistes, sont isolationnistes, peut-être les deux en même temps ? Bon, le débat sur l'impérialisme des États-Unis, c'est une question historique. On pourrait disserter sur le sujet. Moi, je pense qu'ils sont unilatéralistes et que ce qui est à l'œuvre, c'est leur centralité, c'est-à-dire la capacité des États-Unis jadis à définir un système de règles et aujourd'hui à le modifier de manière extrêmement brutale. Le paradoxe peut-être de cette doctrine Monroe, bon, la référence à la doctrine Monroe, je la rappelle pas, l'ajout du Don, comme Don Corleone en fait, est un indicateur de l'humour trumpien ou trumpiste, je ne sais pas comment en dire, mais marque au fond une logique de la protection, ça se paye. Je pense que c'est le message principal adressé très brutalement aux Européens, qui n'est pas un message nouveau de la part des États-Unis, sauf qu'il est maintenant formulé de manière très directe. Mais le paradoxe, c'est que cette vision dite hémisphérique, c'est peut-être aussi la rétraction en fait des États-Unis à l'échelle globale. Le Great America, Make America Great Again, c'est peut-être aussi pour les États-Unis de Donald Trump, au fond, l'acceptation d'un rôle moins global que jadis, avec cette notion d'hémisphère et de sphère d'influence partagée par la Chine et la Russie. Cette idée, pas très bien formulée, mais qu'on comprend indirectement qu'au fond du Cap Horn, à Nuuk, au Groenland, ça serait un peu une zone particulière pour les États-Unis. De la même manière que pour la Russie, telles que les choses sont présentées par le président Poutine, et ben une partie de l'Europe orientale fait partie de cette zone d'influence. Mais je pense que donc il y a ce paradoxe, il y a la centralité qui reste très forte, et en particulier pour l'Europe, dans le domaine financier, dans le domaine technologique.
Et je pense néanmoins que ce paradoxe se traduit aussi par le fait que les États-Unis veulent rester non pas le garant ultime de la sécurité des biens communs, comme ça a pu être le cas, mais le primus inter pares, c'est-à-dire d'être toujours considéré comme le premier, même si cette position de premier n'implique plus de produire ou d'entretenir les biens communs comme les États-Unis ont pu le faire jusqu'à récemment. Mais Andrew, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a réellement une vision américaine aujourd'hui ? Alors oui, je pense qu'il y a une vision de l'administration Trump, mais c'est pas la même que celle de Trump. Donc il y a deux visions en fait, ou deux grilles de lecture à nouveau. Celle de Trump, c'est legacy ou création d'un héritage. En gros, Trump essaye d'écrire son propre livre d'histoire, dans lequel il sera, on se souviendra de lui comme étant le grand leader, etc. Et je pense que c'est ça qui explique que chez Trump, il n'y a pas de cohérence en termes de est-ce qu'il est isolationniste ou est-ce qu'il va passer la moitié de son mandat au Moyen-Orient dans une guerre contre l'Iran. Il n'y a pas de cohérence. Et la raison, c'est qu'à tout moment, il fait ce qu'il pense être le meilleur pour son avenir, enfin pour son legacy. Il peut se tromper. Et donc, tantôt, ça sera d'être agressif, comme contre le Venezuela, l'Iran, le Groenland, etc. Tantôt, ça sera de faire la paix et d'être celui qui a réussi à terminer la guerre en Ukraine ou à faire un accord de paix entre X et Y. Ça, c'est pas du tout la même vision que celle de l'administration Trump, qui est beaucoup plus cohérente et qui est double, je pense. Un, isolationnisme, donc retrait total, quoi, pour faire vraiment simple. Après, il y a des variations hémisphériques, etc. Et deux, création d'un bloc d'alliés, donc avec les Européens, etc., contre la Chine. Et qui est beaucoup plus Marco Rubio, si vous voulez, que Trump. Ouais. Agatha, vous nous parliez tout à l'heure des implications pour les pays asiatiques, la Chine au premier rang. Quelles peuvent être les conséquences sur la relation entre les États-Unis et la Chine et par effet de ricochet sur la relation de la Chine avec d'autres blocs, notamment les pays d'Amérique latine ? Simplement pour dire que je suis d'accord avec Andrew finalement sur sa vision de la doctrine Monroe et du fait que l'administration Trump a une vraie politique et une vraie stratégie Chine que Trump n'a pas. Et je me suis entendu dire l'année dernière que Trump était a dove among hawks. And the doviest among hawks, et ce qui est vrai, c'est-à-dire que sa politique chinoise est une politique qui est transactionnelle, c'est une politique qui laisse énormément de place au deal-making, mais finalement son administration, et on le voit dans la National Security Strategy, on le voit dans l'approche américaine de l'hémisphère occidental, comme on l'appelle maintenant, qu'il y a vraiment un composant Chine. Et donc il y a même 3 composants Chine dans cette doctrine Monroe. La première, c'est vraiment une volonté de se débarrasser dans les Amériques, dans les Amériques au pluriel, de toute influence extérieure, dont influence chinoise. Alors on peut penser à l'influence économique en général, politique, diplomatique, sont des termes très généraux, mais ça devient très très tangible et très spécifique quand on parle d'infrastructures critiques. On voit comment les États-Unis s'attaquent au port de Panama et on peut imaginer que sur la douzaine de ports que la Chine possède ou dans laquelle elle est actionnaire aujourd'hui en Amérique centrale ou du Sud, on va avoir le même type d'action. Donc c'est extrêmement escalatoire, finalement extrêmement agressif, et ça, c'est vraiment une partie de la doctrine Monroe. La deuxième, c'est vraiment un désir de recréer des chaînes de valeur critiques dans les Amériques, sur l'hémisphère occidental, plutôt qu'en Chine, évidemment, mais aussi plutôt qu'en ASEAN. Et donc, ce qu'on a vu ces dernières années, et on en parlait en introduction, qui a été un shift des chaînes de valeur vers l'Asie du Sud-Est lors de la première administration Trump et avec les premiers tarifs 301 sur la Chine, et ben ça ne colle pas avec la doctrine Monroe. Il faut que les chaînes de valeur critiques, pharma, medtech, semi-conducteurs, soient dans les Amériques, au Costa Rica, au Panama, potentiellement en République dominicaine, mais certainement pas au Vietnam, ou de moins en moins en Vietnam ou en Thaïlande, etc. Donc ça, c'est très important pour chacun d'entre vous et pour le commerce mondial. Et finalement, c'est un désir américain de mettre la main sur les ressources, évidemment, en Amérique du Sud. Et ça, je sais que Tania, tu vas en parler. Soit contre ou au détriment de la Chine, c'est-à-dire de récupérer les ressources qui sortent du Chili ou qui sortent du Pérou et de se les réapproprier, ou alors pour remplacer évidemment les chaînes de valeur chinoises et les minéraux critiques chinois. Et ça, c'est très important, et c'est mon dernier mot, pour la relation sino-américaine cette année, puisqu'en fait, on est sur une trêve qui date depuis la rencontre entre Xi Jinping et Trump à Busan, mais les actions extrêmement agressives des États-Unis
dans l'hémisphère occidental risque de mettre à mal cette trêve. Et donc c'est quelque chose à regarder en 2026 et c'est potentiellement beaucoup de risques devant nous. Les ressources, justement, j'aimerais qu'on puisse en parler, Tania. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a, de la part de Trump, de la part de son administration, une véritable géopolitique des ressources ? Oui, et puis alors j'adhère à tout ce qui vient d'être dit, parce que ça enchaîne. En fait, moi, je voulais juste ajouter quelque chose sur... essayer de trouver quelques points d'ancrage sur la pensée de long terme, justement, sur le fond. Et cette obsession des ressources, j'ai parfois l'impression qu'on n'a pas encore bien pris la dimension du caractère vraiment existentiel pour les États-Unis. Et je voulais préciser 3 points. Le premier, c'est rappeler qu'il n'y a jamais eu de cycle hégémonique qui ne soit pas adossé à une ou 2 ressources clés. Donc ça peut être le charbon, etc. Et là, on entre dans le cycle des métaux. Donc c'est vraiment les métaux critiques. Et il faut garder ça en tête parce que c'est pas seulement un risque de dépendance, mais pour les États-Unis, c'est vraiment un risque existentiel puisque ça touche à sa position hégémonique. À leur position, pardon, hégémonique. Ça, c'est un lapsus intéressant. Très pratique. Bon, la deuxième chose qui est très importante pour les ressources, parce que ce n'est pas que les États-Unis, et pour cette histoire du cycle des métaux, c'est vraiment la peur de la pénurie. Et ça prédate Trump, puisque Biden avait lancé une grande analyse des risques de pénurie sur les chaînes de valeur. Ils étaient déjà très inquiets sur une 50aine en fait, de minéraux critiques. Et cette histoire de pénurie, il faut comprendre là aussi, parce que je pense que c'est la matrice mentale qui n'est plus la même aujourd'hui que ce qu'elle était au moment de la globalisation plus ouverte précédente, malgré le film magnifique de la COFAS. Vous avez le droit de... Non, déclencher quelques rires. Mais... Non, mais c'est que je trouve... Globalisation ouverte. Alors, cette peur de la pénurie, c'est parce que c'est vraiment la base du contrat social de toutes nos sociétés de l'abondance. Et cette peur de la pénurie, elle a été réveillée au moment du Covid. Souvenez-vous de ce drame du problème de moutarde en France. Mais au-delà de la plaisanterie, c'est vraiment là que quelque chose va peser sur les politiques publiques. On entre dans une économie de la sécurité, une économie de la pénurie, et c'est très important, pas seulement aux États-Unis. Et le dernier point, donc c'est vraiment des logiques de stock, d'alliance produit par produit, de planification. Mais le dernier point qui est très important aux États-Unis, c'est qu'on voit se réveiller cette logique de sécurité nationale. Et là, ça ne date pas de Trump, c'était déjà signalé, pardon Jean-Christophe, je vais citer Hannah Arendt dans les années 70, mais qui nous dit que l'affaire Watergate, c'est déjà l'obsession de la sécurité nationale, le plan Manhattan, c'est la sécurité nationale, et quand on parle sécurité nationale, eh ben c'est là qu'on a la dérive de gouvernance qui est très importante, parce qu'on entre dans des logiques d'exception permanente. Donc au-delà de Trump, c'est ça les points clés qui vont aussi structurer les politiques publiques, et sans doute pas qu'aux États-Unis. Thomas Gomard, vous parliez tout à l'heure de la brutalité de la politique américaine, de la politique de Trump. Est-ce que vous êtes inquiet, question très directe, mais de la démocratie aux États-Unis ? Et la question est peut-être un peu prématurée, mais est-ce que c'est naïf de penser qu'après le départ de Trump dans 3 ans ou 7, s'il tord le bras à la Constitution, tout va revenir comme avant ? Bon, quand on fait le métier qui est le nôtre, la question n'est pas de savoir si on est inquiet ou pas. La question est de savoir si on est lucide et si on identifie des changements de trajectoire. Donc moi, j'appartiens à ceux qui considèrent qu'il y a un changement de trajectoire de la part des États-Unis. Tout à l'heure, je faisais allusion à la convergence idéologique avec le Kremlin, mais on n'est pas du tout dans la même situation. C'est-à-dire qu'on a une société civile aux États-Unis, le film l'a rappelé, qui se mobilise, un système aussi de check and balance et encore de séparation des pouvoirs. Donc à la fois on est frappé par la rapidité de la transformation de certaines pratiques
depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Il faut toujours rappeler qu'on a quand même eu un Trump 1, qu'on n'a probablement pas suffisamment analysé dans ces changements fondamentaux. Donc il y a cette rapidité, effectivement, de changement de pratique. Et puis, il y a aussi la capacité des États-Unis à se corriger. Donc tout le monde a en tête, évidemment, les midterms du mois de novembre. La question ensuite des élections de 2028. Si je suis mon idée d'un changement de trajectoire, quand on fait des travaux sur ce qu'essaie de produire actuellement, je dis bien essaie parce que c'est pas facile le Parti démocrate, eh bien on voit qu'en réalité il y a un certain nombre de décisions prises par Donald Trump, je pense par exemple au rapport avec l'OMC, sur lesquelles le Parti démocrate n'entend pas revenir. Donc je pense qu'il faut à la fois essayer d'anticiper la manière dont le système américain va s'autoréguler, se corriger, et en même temps ne pas surprésenter les choses comme un retour possible à la situation antérieure, dite de la mondialisation heureuse pour les uns, naïve rétrospectivement. Donc changement de trajectoire, avec en même temps un système évidemment qui repose encore sur la séparation des pouvoirs et qui va, à mon avis, se corriger. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une forme d'autocensure aux États-Unis de la part, par exemple, des acteurs économiques du fait de cette politique ? Autocensure, je ne sais pas si c'est le terme que j'utiliserais. Dans l'univers qui est le mien, qui est celui des centres de recherche, des think tanks, il y a une grande prudence et qui traduit probablement des formes de peur parce que il y a des pressions qui sont exercées par rapport au discours qu'on peut tenir. Bon, c'est pas propre aux États-Unis, ça. Moi, je l'ai connu jadis sur la Russie, c'est-à-dire que c'était très difficile de faire du risque géopolitique sur la Russie jusqu'à 2022, alors même qu'il y avait des changements de trajectoire qui avaient été analysés. Et je pense que c'est aussi un sujet qu'on peut aborder pour la Chine, pour la République populaire de Chine. C'est quand vous êtes impliqué en Chine et que vous abordez des questions de Taïwan, et ben tout de suite vous savez que vous allez avoir des réactions très vives de la part de vos partenaires chinois. Donc plutôt que de l'autocensure, je pense que le risque géopolitique, c'est difficile parce qu'il y a un moment ou un autre, quand on est une entreprise, on rencontre l'autorité publique. Et donc, il faut apprendre, le terme là aussi que je reprends volontiers du film de la COFAS, il faut apprendre à naviguer entre ces écueils. Et je trouve que les organisations s'adaptent plutôt bien à ces contraintes. Il paraît qu'on dit COFAS, plus la COFAS. Je me suis fait tirer les oreilles pendant les répétitions. Alors, je corrige COFAS. Ça fait aussi partie des évolutions du monde. Tania, comment est-ce que les marchés, eux, perçoivent la géopolitique peut-être d'une manière plus générale ? Ça, c'est la question facile en 2 minutes. Il y a un très gros papier de la BCE de 60 pages qui vient de sortir, qui est très intéressant. Donc j'ai fait un petit tableau que je vais vous résumer. Parce qu'en fait, les marchés, il y a ce qu'ils voient, il y a ce qu'ils ne voient pas, et puis il y a ce qu'ils price. Et tout ça, ce n'est pas la même chose. Alors, il s'est vraiment, franchement, en 3-4 ans, enfin moi ça fait 10-15 ans que je bosse sur ces sujets, mais là il y a une métamorphose de la perception des risques. Il y a vraiment des choses qui sont perçues aujourd'hui. Premièrement, je crois que les marchés ont compris que la géopolitique n'était plus un choc externe, mais que c'était endogénéisé et que c'était un peu le new normal. Ça veut dire tout ce qui est adaptation, planification aussi pour les investisseurs, stock, etc. C'est en train de se faire. En revanche, je noterai qu'il y a toujours une petite tentation quand même sur l'idée de normalisation. On va revenir sur les choses. Mais ça, je pense que c'est à cause de nos outils, et notamment de nos outils économiques, parce qu'en fait, on fonctionne dans l'idée de cycle et de normalisation. Donc, on a besoin de nouveaux outils. Deuxièmement, le marché perçoit très bien le phénomène de fragmentation, mais peut-être pas dans toutes ses composantes, notamment fragmentation juridique, etc. Troisièmement, le marché perçoit aujourd'hui les différentes composantes du risque géopolitique. Je trouvais ça très intéressant dans votre introduction parce que vous disiez c'est à la fois commerce, militaire, etc. Mais oui, tout ça, c'est la géopolitique. Il y a quelques années, on ne s'en rendait même pas compte. Mais en revanche, le problème aujourd'hui, c'est d'arriver à distinguer l'événement du bruit. Parce que le fait que le phénomène soit devenu endogène crée un phénomène d'habituation. Donc ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'on a des zones de risque, bon, c'est la grenouille dans l'eau qui se réchauffe progressivement, qui sont sous-pricées. Le plus gros événement de blocus en décembre à Taïwan dernier, finalement, il n'est pas pricé du tout.
Donc là, il faut qu'on se pose des questions quand même. Deuxièmement, habituation, parce qu'avec Trump, on est en train d'entrer dans quelque chose qui s'appelle la société du spectacle, qui était pointée dès les années 70, c'est-à-dire la loi des séries. Donc moi, j'ai des investisseurs qui me disent « Ah ben c'est quoi le prochain épisode ?» Et puis comme on a oublié ceux d'avant, mais comment on price le risque là-dedans? Et puis, une forme de déplacement des possibles, parce que comme on est dans un univers un peu dystopique, bon bah il y a eu le Groenland, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on price en fait? Voilà, excusez-moi, je résume. Alors, en fait, ce qui est en train de se passer, à mon avis, c'est que le marché est en train de zapper et se dit non, en fait, c'est pas l'événement géopolitique qu'il faut pricer. D'ailleurs, le Panama, c'est pas pricé du tout. Mais ce qu'il faut arriver à voir, ce sont les points de connexion entre l'événement géopolitique et ce qui va vraiment faire bouger la macro ou la finance, c'est-à-dire la croissance, c'est-à-dire les canaux de transmission globaux, le risque énergétique, etc. Donc les services de risque aujourd'hui travaillent sur cette notion de canaux de transmission et de points de connexion. Et je termine juste, sur les États-Unis. Parce que là, on a quand même un problème. Et j'aimerais pas être une agence de notation aujourd'hui. Parce qu'on doit noter l'exceptionnalité du risque dollar aussi, il faut bien en parler. Mais au minimum, ce qu'on peut dire sur le risque américain, c'est qu'on s'est un peu déplacé de la notion de risque politique au risque institutionnel, avec des batailles, il n'est pas matérialisé, et que donc la notion de risque politique n'est plus un environnement stable aux États-Unis. Et que ça, normalement, ça a un coût en termes de notation. Voilà. Ça, c'est la perception des marchés. Thomas, comment est-ce que les entreprises, elles, perçoivent la situation géopolitique? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? On y reviendra avec les chefs d'entreprise en fin de journée, mais pour donner une vision d'ensemble. Oui, la prise de conscience est faite. Un certain nombre d'outils ont été intégrés par les organisations. Alors, je pourrais faire une réponse très générale en disant que ça dépend des secteurs, parce qu'il y a des secteurs qui sont traditionnellement plus sensibles au risque géopolitique que d'autres. Tout ça est évident. Ça dépend aussi du fait qu'on n'a pas la même appréciation du risque géopolitique selon qu'on est plutôt basé en Europe, en Amérique du Nord, dans les pays de l'ASEAN, etc. Donc, tout ça est évident. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois, il faut regarder dans le détail. Mais moi, ce qui me frappe donc la prise en compte est là, mais ce qui est aussi frappant, c'est une volonté des organisations de se décorréler en fait de la géopolitique, d'essayer de garder le plus longtemps possible une forme de neutralité par rapport à la géopolitique. Et là aussi, ça fait partie de la navigation, c'est-à-dire que il faut au fond tout faire pour que l'activité se maintienne jusqu'à un certain point. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est quels sont ces points. Vous voyez, je pense que par exemple le bombardement du Qatar par Israël est un point très intéressant pour un pays comme le Qatar, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'argent réuni dans un seul territoire et qui prend conscience qu'en fait sa sécurité peut être menacée directement par Israël, et ce qui provoque la réaction américaine de soutien et aussi de soutien au Qatar et d'arrêt d'une certaine manière de la campagne israélienne. Donc en fait, il y a un point pour lesquels, qui est celui de la sécurité, pour peut-être faire écho à ce que disait Tania, c'est à partir de quand l'activité géopolitique porte sur le rapport, sur la question de la paix et de la guerre. Voilà, c'est comme ça que je résumerai les choses. Tant qu'on n'est pas dans cette dialectique-là, au fond, la neutralité est recherchée par les acteurs. Je rajoute un truc. On risque d'être dans un régime d'effet de seuil, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une habituation, et puis à un certain moment, les anticipations vont bouger parce qu'on va repérer un événement critique qui touche à quelque chose de systémique dans la macro mondiale, et là, ça peut être bougé, là, ça peut pricer. Mais il y a quelque chose qui est vraiment très bien, et il faut tous qu'on le fasse, c'est qu'on est quand même en train de passer d'une logique très binaire autour du risque géopolitique à quelque chose qui est, comme vous le disiez au début, acceptons l'incertitude, et donc on change nos méthodes et on fait des scénarios. En fait, on est en train de passer de la prévision à la prospective, et toutes les boîtes sont en train d'essayer d'identifier leurs points faibles à partir d'une pratique de scénario. Ça, c'est bien. Dans ces rivalités de puissance, on n'a pas encore parlé de la Russie, évidemment. Thomas, c'est un sujet que vous connaissez bien. Est-ce qu'il faut s'attendre à un engagement majeur, et je le mets entre guillemets, en Europe, et par conséquence, en matière de défense, en Europe, quel rôle pour quel pays ? Bon,
vous l'avez mis entre guillemets, cette notion d'engagement majeur, parce qu'elle est issue de la doctrine officielle. C'est-à-dire que la revue nationale stratégique présentée en France par le président de la République en juillet dernier, dans son point 7, dit explicitement que l'hypothèse d'un engagement majeur en Europe hors du territoire national est une hypothèse très élevée. Et de fait, cette question traduit la déconnexion qu'on peut observer entre la communauté stratégique qui est très clairement orientée dans cette logique de préparation. Après, c'est pas pour dire que ça va arriver, mais en tout cas, les forces armées des pays européens de l'OTAN sont clairement dans cette perspective. Du monde des entreprises qui sont assez déconnectées par rapport à cette perspective. Bon. Donc, il faut, à mon avis, réconcilier les deux, ou plutôt se poser la question de ça voudrait dire quoi pour des entreprises, parce que 2030, c'est demain. Ensuite, le deuxième point, c'est que cette guerre d'Ukraine a fait perdre à l'Europe au sens large, Russie incluse, donc, son principal avantage comparatif, qui était sa stabilité stratégique à l'échelle globale. Ça, c'est perdu pour au moins une génération. Donc, on peut avoir des prévisions 2026 d'un éventuel cessez-le-feu. Il y a des discussions en cours, comme vous le savez, entre Ukrainiens et Russes sous médiation américaine. Est-ce une médiation ou est-ce plutôt une pression exercée sur la partie ukrainienne? Ça, c'est une question ouverte. Mais de mon point de vue aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on peut observer de la part de la Russie, un cessez-le-feu ne signifierait absolument pas un retour à la situation hantée, mais probablement une situation de tension très durable entre la Russie et les autres pays européens. Est-ce que, Andrew, vu des États-Unis, vous avez le sentiment que c'est toujours une priorité de mettre fin au conflit en Ukraine ? Alors, premièrement, oui, absolument, parce que je pense que c'est extrêmement important pour le président Trump par rapport à sa perception de lui-même. Mais on n'est pas sur le calendrier de départ qu'il avait en tête. Alors, non seulement... non, alors, c'est intéressant. On ne l'est pas. Nous, d'ailleurs, chez Signum, on ne s'attendait pas à ce qu'on le soit, donc pas de surprise. Il a très vite eu l'air d'un abruti pour avoir dit 24 heures. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui-même n'avait pas du tout l'intention de terminer la guerre en Ukraine en 24 heures. Il a dit ça, mais je pense qu'il a très rapidement, et avant de prendre le pouvoir, compris que ça allait lui prendre plus de temps. Et là où ça devient intéressant, c'est que pas mal d'acteurs avaient, et moi aussi au début, avaient pensé que s'il n'y arrivait pas, au bout de 6 mois, 8 mois, 9 mois, il abandonnerait. Et ça, c'est une grille de lecture qu'on a révisée assez rapidement. C'est que comme ça rentre dans son héritage historique, etc., en fait, tant que ça a lieu avant 2029, ça lui va. Et du coup, il continue à être intéressé. Ouais. On aurait pu penser qu'il abandonne après la scène surréaliste dans le bureau ovale avec Zelensky dont parlait tout à l'heure Thomas Gomard. Tania, est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe est bloquée, est empêchée par sa polarisation, par sa fragmentation politique? Oui, je tenais à avoir une question qui soit... On l'a préparée. Mais c'est important. Non, mais c'est bien parce que les Polonais me donnent des bons arguments en ce moment en bloquant un certain nombre de dossiers importants sur la question de l'emprunt. C'était parfait. Non, ce que je voulais surtout souligner en parlant de la fragmentation du politique en Europe, d'ailleurs, on dit l'Europe, mais en fait, c'est compliqué. Le singulier, c'est sur... la question des arbitrages de politique publique qui vont être faits. Je voulais que dans cette table ronde, il y ait un moment, on évoque le fait que la crise politique est derrière la crise, est derrière au sens première, derrière la crise géopolitique. Que la crise politique de la classe moyenne se poursuit en Europe, on le sait tous, et qu'en fait, ça va conditionner énormément, parce qu'on évoquait les questions de réarmement dans notre préparation, les arbitrages de politique publique qui vont être faits. On a l'exemple du Mercosur, je ne sais pas ce que vont peser, comme quoi les agriculteurs sur la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Donc il faut quand même garder ça en tête. C'était vraiment ce que je voulais rappeler. Agatha, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé tout à l'heure, votre spectre, c'est l'Asie, la Chine. Est-ce que l'Europe doit, à votre avis, reconsidérer la nature de sa relation avec la Chine du fait de la dégradation de la relation transatlantique ? Mais écoutez, c'est très tentant, et si on n'y réfléchissait pas, on n'aurait pas vu des visites successives de Starmer,
de Carnet évidemment, Merz qui sera le chancelier allemand qui y sera la semaine prochaine, on a Sanchez qui va s'y rendre dans les mois prochains, donc on a une espèce de file d'attente finalement pour aller à Pékin et s'entretenir avec Xi Jinping. Et quand la France y est allée, on a eu l'impression d'un service minimum. Hein. Alors c'était un peu différent et on pourra en reparler, mais il me semble que la position française maintenant est assez assise sur cette notion d'un challenge chinois qui est finalement la réponse que je vais donner à votre question, qui est de dire qu'aujourd'hui l'opportunité est moindre comparée au risque et qu'il me semble que la Chine a peu à offrir dans le contexte actuel. On a une économie chinoise qui est en berne. Pour ceux qui nous connaissent à Rhodium Group, on pense que l'économie chinoise en 2025 a cru de 2,5% et non pas de 5%. On pense que l'année prochaine, l'expansion économique chinoise sera de 1,5 à 2% maximum et non pas de 5%. Évidemment, les chiffres chinois diront tout autrement, mais on fait le même calcul sur la même base et finalement on arrive à un résultat différent. Donc une croissance chinoise qui est en berne. Alors sur une économie qui fait 18 trillions de dollars, c'est tout de même très intéressant d'avoir une croissance de 2,5%. Mais si on regarde des opportunités précises pour des entreprises européennes ou pour des pays européens, l'export vers la Chine est en berne aussi. La croissance des importations chinoises cette année était de 0%. Pour une économie qu'elle croît à 5 ou 2,5%, c'est quand même pas fantastique comme opportunité pour les entreprises européennes. Quand on regarde certains secteurs, le secteur automobile allemand a exporté moins 44% cette année vers la Chine par rapport à l'année précédente. Donc on est vraiment sur des chiffres catastrophiques. Donc l'opportunité d'exportation est limitée, l'opportunité d'investissement en Chine est là évidemment, mais elle est de plus en plus restreinte. L'espace qui est laissé aux entreprises multinationales en Chine est en train de se réduire comme peau de chagrin. On a une compétition qui est extrêmement intense, on a un environnement déflationnaire, donc on a des marges qui se réduisent. Aujourd'hui, la plupart des entreprises européennes en Chine disent qu'elles ont des marges plus élevées hors de Chine qu'en Chine. Et donc du coup, une opportunité qui est normalement, en termes de profit, plus importante hors de Chine. On a des exportations chinoises qui continuent d'exploser. On a cette année un surplus de commerce chinois qui est le plus élevé qu'il n'a jamais été. Et c'est finalement des records année après année après année. On avait fait le calcul l'année dernière et trouvé que 25% de l'emploi industriel européen était sous menace des exportations chinoises, de la compétition chinoise. Donc on est vraiment dans une situation de risque extrêmement élevé. On est sur une politique chinoise vis-à-vis de la surcapacité qui est une politique de déni. Finalement, il n'y a pas de politique publique qui montre la crédibilité des actions du gouvernement à l'heure actuelle. Et donc, la liste est longue, hein, je m'arrête ici, mais finalement, il me semble que les risques sont plus élevés que les opportunités. Le dernier point, qui est le point, pour revenir à la visite du président Macron en Chine, le point des investissements chinois en Europe est finalement le seul silver lining, comme on dit aux États-Unis, le seul point positif qui reste à l'agenda des leaders européens aujourd'hui. Mais même ça, j'ai mes doutes, puisqu'en fait, avec un renminbi très faible, avec un environnement déflationnaire en Chine, avec des surcapacités de production en Chine, il n'y a pas de bonne raison pour une entreprise chinoise aujourd'hui de venir investir en Europe, de venir investir en France, si ce n'est autre que dans une situation où les barrières tarifaires européennes seraient bien plus élevées. Et donc voilà, tout ça pour dire, il me semble que l'opportunité est assez limitée. Andrew, du fait notamment de la concurrence de la Chine, est-ce qu'on a intérêt à se rapprocher ? Alors, ça c'est la question où on aurait dû mieux se coordonner, c'est ma faute, parce que la même réponse, mais en moins bien. Exactement du même avis qu'Agatha. La seule chose que j'ajouterais, c'est que la Chine n'est pas juste une menace économique pour l'Europe, mais la Chine est quand même le pays grâce auquel la Russie continue de se battre en Ukraine. Et le seul scénario dans lequel on envisagerait une victoire militaire russe, c'est-à-dire pas continuer à barboter pendant 3 ans, mais une victoire, c'est le scénario où la Chine décide qu'elle veut que la Russie gagne. Donc non, la Chine est une menace économique et physique pour l'Europe. Après, on ne parle même pas du culturel, etc. Ça, c'est à chacun de voir. Donc on ne doit pas dévier de cette position du fait de la dégradation de la relation transatlantique. Non, alors après, la seule nuance, c'est qu'il y en a qui verront une opportunité dans le fait que l'Europe est un peu en sandwich entre les deux, et d'autres qui le voient comme un risque, et moi je le vois clairement comme un risque. Et je voulais simplement ajouter que qu'il n'y ait pas une opportunité claire vis-à-vis de la Chine ne veut pas dire qu'il ne faut pas stabiliser la relation. J'ai parlé, et dans mon introduction, je disais que pour moi, le fait marquant de l'année, c'était l'utilisation de la Chine, de sa mainmise sur les minerais critiques.
dans cette situation et dans une situation où la Chine peut mettre à l'arrêt une bonne partie de notre production industrielle, de notre production manufacturière, il faut évidemment avoir une relation qui est une relation stable. Et donc ça, évidemment, des voyages et des visites diplomatiques permettent d'assurer cette stabilité. Mais une fois de plus, il ne faut pas surjouer l'opportunité chinoise. Je pense que c'est mon message. Pardon, Andrew ? Non, juste pour rebondir là-dessus, ça c'est la différence entre la Chine et les États-Unis en tant qu'adversaire entre guillemets de l'Europe. C'est que l'Europe a fait le choix de ne pas monter au créneau contre les États-Unis, mais c'était un choix. L'Europe aurait pu et pourrait toujours le faire. On l'a vu avec le Groenland, on a frôlé. L'Europe ne pourra pas monter au créneau contre la Chine. Ouais. Thomas, est-ce qu'il y a quand même des sujets sur lesquels on pourrait discuter, échanger davantage avec la Chine? Je pense notamment à la question climatique. Voilà, je voulais intervenir sur ce point. Il y a le vieillissement aussi, dont on peut parler entre Chinois et Européens, puisque ce sont deux problématiques, une problématique partagée. Non, il y a l'aspect climatique, en effet. Je pense qu'il ne faut pas du tout l'écarter. C'est-à-dire que la Chine est le pays qui est toujours dans cette double approche d'avoir un mix encore très carboné, mais aussi d'avoir les investissements les plus constants en matière de technologie bas carbone. Et d'ailleurs, avec aussi la maîtrise des chaînes de valeur afférentes. Donc, à partir du moment où on considère que les enjeux d'atténuation ou d'adaptation au réchauffement climatique doivent rester prioritaires, ce qui est le positionnement de l'Europe et ce qui détermine un grand nombre de politiques publiques ou aussi de choix d'orientation de la part des entreprises. Il y a un dialogue avec la Chine qui aujourd'hui, continue. Et la question, c'est de savoir de quelle manière il continue avec les États-Unis, en distinguant probablement le niveau des organisations, celui des autorités fédérales qui se sont montrées plus que critiques par rapport à cet agenda. Donc, je pense que cette thématique oblige les Européens à conserver un certain niveau d'échange avec la Chine. Et j'ajouterais que à la puissance manufacturière de la Chine s'ajoute aussi une puissance technologique. C'est-à-dire qu'en fait, on a compris que c'était la puissance industrielle mondiale. Et on est en train de comprendre que sur un grand nombre de segments, la Chine est désormais en avance. Donc là aussi, il faut faire preuve de réalisme dans ce rapport de force qui est désormais défavorable aux Européens qui ont longtemps entretenu l'idée d'une avance technologique. Et puis je rebouclerai avec le point d'Andrew. Effectivement, il y a néanmoins un positionnement de la Chine dans son soutien à la Russie en Ukraine qui est une question en fait désormais de sécurité européenne. Tania, je ne vous ai pas posé la question. Rapprochement avec la Chine ou changement de relation entre l'Europe et la Chine? Alors, déjà commenté, Thomas a dit un mot important, réalisme. Je crois que ce qui caractérise tout ce qu'on est en train de vivre, et c'était la déclaration de Carney en fait, c'est qu'on est en train d'entrer dans quelque chose qui est la réelle géopolitique. Et ça, c'est un point très commun qui commence à se développer partout, y compris en Europe, c'est-à-dire, c'est la grande victoire de la réelle géopolitique, c'est-à-dire un État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Ça veut dire qu'il y a un problème aussi d'alignement entre les États, je reviens à mon histoire de fragmentation, dans leur relation avec la Chine. Il y a un deuxième problème, je parle du point de vue de mon entreprise, c'est l'alignement des entreprises avec leur propre État. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a la naissance d'un nouveau risque pour nous, en termes de business, c'est le risque de désalignement avec notre propre État. Donc il va falloir qu'il y ait des consignes un petit peu plus claires sur ce sujet. Et on en parlera tout à l'heure avec le président de Renault qui nous expliquera que les constructeurs automobiles peuvent avoir des alliances même avec des pays avec qui nous ne sommes pas forcément... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les entreprises adoptent aussi cette question de la réelle géopolitique. Donc là, des risques se baladent. Deuxième chose... J'écoutais donc sur la question du conflit russo-ukrainien en me disant, je vais me permettre une mauvaise plaisanterie. Vraiment. Alors les journalistes me citeront en me demandant la permission. Je ne cite pas. Non mais, en fait, sur la croissance allemande, heureusement qu'on a le conflit, hein, et heureusement qu'on a la guerre. Parce qu'on ne serait pas très bien si on n'avait pas la question d'un discours de réarmement.
c'est une remarque au passage. Donc là, la question pour les entreprises, c'est aussi de savoir où est-ce que je vais chercher de la croissance, etc. Sur la Chine, j'y reviens, on parle de relations directes, et effectivement, il y a toutes ces difficultés à gérer, mais il y a aussi la question des relations indirectes, parce que effectivement, la Chine, c'est de toute façon la plus grosse puissance manufacturière mondiale, et quand je vois la position de la Chine dans l'ASEAN à travers le RCEP, et l'approfondissement des chaînes de valeur sur un certain nombre de produits. De toute façon, là, si on va chercher de la croissance, j'y reviens dans l'ASEAN, mais on sera en relation indirecte avec la Chine. Donc c'est ça qui est extrêmement compliqué à gérer. C'est dans la position stratégique qu'on va avoir, c'est un acteur qui de toute façon est incontournable, mais de différentes façons, directe, indirecte, géopolitique, macroéconomique. Il nous reste relativement peu de temps. J'aimerais qu'on parle, pour terminer, de la recomposition globale de puissance. Je sais que Thomas, vous êtes particulièrement attaché à ce point. Derrière la conflictualité, où est-ce qu'on en est justement de cette recomposition ? Bon, la logique, la puissance, c'est quoi ? C'est en fait la capacité à mobiliser des ressources et à leur donner une direction. Et c'est devenu effectivement le mot qu'on cherche à accoler de plus en plus à l'Union européenne. Avec cette logique, il faut que l'Union européenne ait une politique de puissance. Je pense que c'est un débat en soi qui mériterait une autre table ronde. Si j'essaie de décrire la recomposition actuelle, je pense qu'il faut partir de la rivalité sino-américaine. En fait, on a deux économies siamoises d'une certaine manière et qui sont dans une rivalité de puissance affichée, avec un trait qu'il faut souligner, c'est l'effort nucléaire produit par la Chine aujourd'hui pour être à parité à terme et rentrer dans les calculs avec les États-Unis et la Russie. Je rappelle que les deux pays précédemment cités représentent encore 85% de l'arsenal nucléaire mondial, et vous avez un effort qui traduit la volonté de puissance de la Chine. Donc moi, pour moi, c'est le premier point. Ensuite, vous avez des logiques transactionnelles. Alors on peut essayer de décrire les choses de la manière suivante, c'est que vous avez l'aspiration de beaucoup de pays d'avoir un comportement de puissance jusqu'à un certain point. On peut prendre l'exemple de l'Arabie Saoudite, des Émirats, je mentionnais le Qatar, les pays du Golfe, d'Israël. En fait, jusqu'à quel point cette volonté de puissance se heurte aux enjeux de sécurité. Et quand on parle d'enjeux de sécurité, ça pose très vite la question des alliances, des partenaires ou des ententes. Donc ça, je dirais une deuxième couche. Et puis il y a la couche la plus importante, et ça c'est probablement un espace politique pour l'Europe, où c'est ce qu'a indiqué Carnet dans son désormais fameux discours à Davos, c'est cette notion de puissance moyenne, c'est-à-dire en fait la grande majorité des pays qui souhaitent rester dans un monde ouvert, pour reprendre le message de COFAS, et qui considèrent qu'il faut un minimum de règles pour rester dans ce monde ouvert. Et ça, je pense que c'est au fond l'espace politique qui devrait être celui de l'Europe, et qui implique probablement à la fois de faire preuve de puissance, mais pas forcément de tenir un discours de puissance ou d'avoir un comportement de puissance comme celui que peuvent adopter la Chine et les États-Unis. Tania, il nous reste vraiment très peu de temps. Oui. Qu'est-ce qui compte vraiment pour les investisseurs long terme dans ce contexte ? Oui, alors je voudrais rebondir en fait, sur ce qu'on vient de dire. Alors il nous reste encore moins de temps. Oui, non, parce que pour moi c'est essentiel. C'est effectivement, derrière cette géopolitique des conflits, il y a une recomposition des flux, des routes. Il y a un mot qui est apparu qui est essentiel, c'est celui de corridor. On a le middle corridor, on a l'Inde qui cherche ces corridors, c'est-à-dire que les mers sont en feu, il y a un aspect conflictuel sur les mers, mais il y a construction de nouveaux corridors, beaucoup de travaux d'infrastructure sur le terrestre. C'est essentiel. Xavier Durand nous le disait tout à l'heure, le commerce a ça de commun avec l'eau, c'est qu'il trouve toujours ses routes. Et ça va avec quelque chose, et ça va avec cette histoire des ressources, c'est-à-dire par exemple la question de l'Afrique. Il y a des travaux incroyables de ports en eau profonde tout le long de l'océan Indien qui est en train de
devenir un point de gravité très important, en tout cas qui va le devenir, de la géopolitique mondiale. Ça, c'est vraiment important. Et sur ces corridors, c'est pas seulement médié par la Chine. Ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple ce qui se passe entre l'Arabie Saoudite et le Brésil sur des histoires alimentaires, entre l'Inde et les Émirats, parce que ces pays sur le sud-sud, qui représentent quand même 40%, on en parlait tout à l'heure, du commerce global, ces pays sont capables, pour certains, de garder en tête cette idée des biens communs, l'approche One Health, qui est importante, c'est-à-dire climat, santé humaine, santé animale, développe une stratégie à long terme, font de la planification. Et moi, qui suis une vieille économiste du risque pays, je suis très étonnée de voir sur tout un tas de pays, type Vietnam, type Maroc, etc., une pensée de la planification à long terme qui cumule géopolitique et économie parce qu'ils sont capables d'être dans la géoéconomie. Et ils cherchent tous quel va être leur modèle. Est-ce que je vais être un hub ? Est-ce que je vais être indispensable parce que je détiens telle matière première ? Et ils adaptent, alors j'ai peut-être une vision un peu optimiste, hein, mais il se passe quelque chose là, je trouve, dans la politique publique de ces pays du Grand Sud. Bon, voilà. Je vous propose d'en rester là, pour ne pas mettre tout le monde en retard et que chacun ait le temps de s'exprimer. Merci énormément d'avoir participé à cette première table ronde. Je vous présente peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, mais on vous connaît tous, Agatha Kratz, partenaire au sein du groupe Rhodium, Andrew Bishop, associé principal et directeur général de la recherche politique chez Signum Global Advisors, Tania Sogolub, j'ai pas le bon titre, il est très très long le titre que vous m'aviez donné au départ, responsable de la coordination des pays émergents et de l'analyse des risques géopolitiques dans le groupe Crédit Agricole, et Thomas Gomard, directeur de l'IFRI. Merci beaucoup.